Mesdames, Messieurs, bonjour, chers collègues, chers amis. Nous voici arrivés au 4e cours d'une série de 6 et nous en sommes encore au début du XIXe siècle. Ce n'était pas tout à fait ce que j'avais en tête, mais ça n'est pas plus mal puisque j'aime bien m'approfondir sur certains sujets, certains thèmes, certains documents qui me paraissent mériter toute notre attention. Je commence à me faire aux règles de la maison et au système de la maison, et je peux désormais vous annoncer que chaque cours sera accompagné, et les 3 premiers le sont déjà, de résumés de ma plume, de mon clavier, avec en surligné ou en hyperlien, hypertexte, certains documents qui m'ont paru intéressants, des documents qu'on a vus, j'allais dire en classe, que nous avons vus ici, tels les tableaux des règlements, le tableau des règlements de Mahmoud Raif Effendi ou sa carte des États-Unis, afin de vous permettre de vous familiariser un peu et d'aller voir un peu dans le détail certains de ces documents dont j'ai parlé pendant mon cours. On m'a fait remarquer la dernière fois que la vidéo du cours du 19 janvier n'était pas en ligne, effectivement, mais ça a été corrigé. Donc voilà, pour ce qui est des aspects techniques et logistiques du cours, voilà les quelques informations que je voulais vous donner. Je reviens à ma présentation en reprenant la dernière image sur laquelle on s'était arrêté, ce tableau que je trouve assez charmant de Selim III, que nous avions examiné à la suite de cette petite note qu'il avait rédigée à l'attention de son grand vizir, où il lui expliquait, n'est-ce pas, qu'il avait été charmé par le tableau qu'il avait reçu de l'empereur Napoléon, et que lui, contrairement à son vizir, savait que c'était ainsi que l'amitié se définissait en Occident et que par conséquent l'échange des portraits faisait partie intégrante d'une forme de civilité à laquelle il était désormais accoutumé. Et pour moi, ce qui est important là, c'est de voir l'état d'esprit, de voir l'expression assez directe d'un sentiment, chose qui manque dans la plupart des cas lorsqu'on se penche uniquement sur une documentation entre guillemets officielle, qui est soit administrative, soit fiscale, mais en général extrêmement sèche. Je vous ai donc dit que j'étais, j'allais dire obsédé, mais en tout cas fasciné par les voix ottomanes. Et ce n'est pas uniquement parce que j'admire beaucoup et que j'ai toujours admiré Jeanne d'Arc, c'est parce que je pense que c'est le seul moyen d'accéder à ce qui est quand même extrêmement intéressant quand on parle de transformation, de changement, c'est justement les mentalités. Les livres, les publications, les documents, on en a vu quelques exemples, ce sont des jalons d'une certaine transformation, de l'occidentalisation, de la modernisation, donc on pourra les mettre l'un après l'autre pour justement jalonner un parcours, comme pour les titres de l'imprimerie de Ibrahim Muteflika, 17 titres qui chacun signifient quelque chose. Mais, ainsi que je vous le disais, un texte, un livre, un produit intellectuel n'est pas forcément quelque chose qui est reçu de manière égale, qui est diffusé de manière égale dans la société. Et par conséquent, le risque énorme, c'est de se fixer sur un objet sans vraiment savoir jusqu'à quel point cet objet a vraiment circulé, a vraiment eu un impact, une influence, un rôle à jouer dans le procès, dans le processus que l'on est en train d'examiner. Je vous ai donné bien des exemples de livres qui ont été découverts, de manuscrits qui ont été découverts au XIXe siècle, qui aujourd'hui sont excessivement importants pour nous parce qu'ils nous donnent une saveur du XVIIe siècle, Evliya Çelebi par exemple. Mais la question reste de ne pas savoir
pourquoi ce livre, apparemment, n'était pas vraiment lu jusqu'au XIXe siècle. Et je vous ai dit que c'était un phénomène qui, de manière plus ou moins différente, était caractéristique de toutes les sociétés modernes. Et je vous avais donné l'exemple de la France sous les Lumières et les travaux de Robert Darnton, qui a bien montré que ce qui vraiment a impacté, pas forcément le petit peuple, mais disons les couches moyennes, ça n'est pas Voltaire, ça n'est pas Montesquieu, ça n'est pas Rousseau. Ce sont des auteurs qui sont aujourd'hui inconnus et qui avaient des best-sellers et qui s'inspiraient en partie, ou pas, de la philosophie des Lumières, mais qui avaient un impact, qui avaient une diffusion bien plus importante. Donc, il faut distinguer deux choses. Je ne dis pas qu'il faut jeter les philosophes à la poubelle et ne pas s'intéresser à des textes qui sont, après tout, essentiels parce que fondateurs, parce que érudits, mais il faut toujours penser à ce que j'appelle, avec la métaphore économique, à la consommation, à la distribution, c'est-à-dire à la diffusion et à la réception de ces idées. Et lorsqu'on n'arrive pas à identifier cette réception, il faut le dire. Il ne faut pas sauter, il ne faut pas directement, systématiquement, supposer que tout livre produit est lu. Ça n'est pas vrai, même aujourd'hui. Et par conséquent, ce qui est beaucoup plus intéressant, si vous vous intéressez aux mentalités, c'est de savoir ce qui était lu et comment c'était perçu. Et pourquoi? Parce que, justement, quand on parle de modernité, quand on parle de transformation, quand on parle d'occidentalisation, quand on parle de modernisation, ça n'est pas simplement un phénomène purement technique que l'on peut mesurer à l'aune de progrès physiques tangibles, c'est quelque chose qui se passe dans les esprits. C'est quelque chose qui finit par influer sur la manière dont les gens pensent. Et dans le cas anecdotique, si vous voulez, mais quand même assez fascinant, de ce sultan qui commente le portrait qu'il a reçu de Napoléon, je pense qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus important, d'un certain point de vue, que le tableau des règlements de Mahmoud Raif Effendi. Encore une fois, ce n'est pas pour dénigrer ce produit d'un effort intellectuel et organisationnel, administratif, d'introduire la modernité. C'est simplement pour distinguer deux registres qui sont très différents. D'un côté, vous avez je ne l'appellerai pas vraiment un intellectuel, un technocrate ottoman qui produit quelque chose en français puis en allemand et jamais en turc, pour, comme je le disais en rigolant, mais c'est vrai, pour satisfaire l'Occident, c'est bon pour l'Occident. Tandis que dans l'autre cas, même si vous n'avez pas une publication à l'appui, vous avez les mots, la pensée, les sentiments, la mentalité d'un sultan qui, confronté à une forme de modernité, y réfléchit, l'interprète et en parle ouvertement avec un autre ottoman. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus important si l'on veut comprendre comment les mentalités changent, comment les gens commencent à voir le monde qui les entoure et les objets qui les entourent d'une manière différente. Les objets, d'ailleurs, sont beaucoup plus symboliques. Et je vous rappelle encore une fois, sur cette image, la longue vue, les livres, le globe terrestre. Voilà, là, ce sont des symboles. Sait-on si Sélim III a utilisé sa longue vue, sa lunette? Sait-on s'il a lu les livres empilés dans cette étagère? On ne le sait pas. Et par conséquent, il est possible, probable même, qu'il s'en sert comme de symbole, comme un sceptre, comme une couronne, comme des symboles de majesté, mais là, ce sont des symboles de modernité. Et encore une fois, c'est un discours, un message qui est dirigé vers l'Occident, puisque c'est un portrait qu'il a fait réaliser par Constantin de Cyzique, Capoudal Constantine, à l'intention de Napoléon,
pour répondre à sa politesse, pour lui envoyer sa propre image, comme on le fait en Europe. Donc cette voie est très importante. Le problème, c'est qu'elle est rare. Elle est difficile à trouver. La voie directe, je vous ai déjà dit à quel point la littérature et la production administrative, bureaucratique ottomane étaient ampoulées, galvaudées d'une technicité qui dépasse de beaucoup le langage parlé. Par conséquent, vous avez une masse de documentation, et nous en sommes très fiers, et il y a de quoi, c'est très bien d'avoir de telles archives à la disposition de la recherche, mais, je dirais ça n'importe comment, 90%, même plus, de ces archives consistent en des textes qui sont soit extrêmement conventionnels, ou alors qui sont tellement administratifs qu'ils n'ont absolument pas d'âme, et que par conséquent, on a énormément de mal d'y trouver la moindre voix qui puisse nous dire quelque chose sur l'état d'âme, sur l'état d'esprit, sur les pensées, les sentiments des Ottomans à cette époque-là. Je vous avais dit que l'une des grandes absences de l'archivistique ottomane, c'est le procès-verbal. Cette tradition qui est très européenne n'est pas présente dans le cas ottoman. Ce n'est que vers la fin du XIXe siècle, justement avec la modernité, qu'on commence à rendre compte de certaines séances, par exemple du Parlement, avec des procès-verbaux qui, exactement comme en Europe, reproduisent verbatim le texte, la parole des intervenants, y compris, ainsi que vous le savez, des petits commentaires sur rire diffus, etc. Vous avez et ça vous permet de recréer l'atmosphère, au-delà même du texte simple, de la parole simple, l'atmosphère, l'ambiance d'une situation à un certain moment. Avant le 19e, avant la fin du 19e siècle, il n'en est malheureusement pas question. Ce qui manque aussi du côté ottoman, c'est la littérature épistolaire, les lettres. Alors, il y a toujours la possibilité, c'est une possibilité que nous évoquons toujours par acquis de conscience, il y a bien sûr la possibilité que nous ne soyons pas tombés sur cette correspondance. Après tout, ces gens s'écrivaient. Mais d'abord, je ne pense pas que ce soit le cas, parce que l'écriture entre amis, entre collègues, entre dignitaires, est un art qui rejoint un peu la tradition bureaucratique ou alors la tradition littéraire, poétique et littéraire dans l'Empire ottoman, et par conséquent qui tombe justement à nouveau dans les convenances et les conventions, et qui est par conséquent démuni de cette magie du verbe, cette magie du discours direct, de la conversation. Et ça, quand vous comparez cette situation avec ce que nous avons en Europe à la même époque, c'est un gouffre, puisque en Europe, vous avez d'abord une profusion de ce qu'on appelle des égo-documents, des documents de soi, c'est-à-dire des mémoires, des journaux intimes, qui permettent à des historiens, et encore une fois, je citerai Robert Danton et son fameux Grand massacre des chats, The Great Cat Massacre, qu'il a publié il y a de cela quelques temps, à partir de documents, justement, qui avaient été écrits par des artisans à Paris au XVIIIe siècle. Et par conséquent, il arrive à recréer toute une histoire, tout un drame dans une couche sociale qui, en général, est très mal représentée dans ce genre d'études. De même, vous savez à quel point la littérature du XVIIIe siècle est pleine de lettres, à tel point que la lettre devient la source de fiction d'un genre, le roman épistolaire, Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, c'est un roman qui est entièrement bâti à partir de lettres. Alors bien sûr,
c'est de la fiction, c'est de l'invention, mais c'est de l'invention à partir de quelque chose qui existe, c'est-à-dire un genre de correspondance, un genre de conversation par l'écrit qui permet justement, même si là aussi il y a des conventions et des convenances, qui permet à se faire une idée des sentiments, des mentalités de cette noblesse du XVIIIe siècle, ce monde de la cour du XVIIIe siècle. Dans le cas ottoman, nous n'avons malheureusement que très peu de documents de ce genre, c'est-à-dire de documents proprement biographiques, autobiographiques. Vous avez quelques, et ils ont été publiés, vous avez quelques soufis, quelques membres des confréries mystiques qui rédigent une sorte d'autobiographie, souvent très fortement axée sur des rêves et des interprétations de rêves, ce qui les rend très intéressantes, mais ça reste quand même incomparablement faible face à la masse documentaire et d'égo-documents que nous avons en Occident. Et pour ce qui est de la correspondance, encore une fois, ces gens-là s'écrivent, mais le problème de la correspondance dans le cas de l'Empire ottoman, c'est que c'est un genre, c'est une pratique qui est en très grande partie tributaire d'une profession, la profession du scribe. Le scribe, ou le secrétaire, si vous voulez, le katip en turc, en arabe et en turc, le katip est un élément excessivement important de la bureaucratie et de la classe dirigeante dans sa pratique de la langue écrite et la communication entre les membres de cette élite. C'est-à-dire que lorsque vous pêchez un document, une missive, émanant de la Sublime Porte, c'est-à-dire du centre nerveux de l'État, du cœur de l'État, ou alors une réponse provenant de je ne sais quel gouverneur provincial. En général, ces textes sont excessivement bien écrits. Ils sont excessivement bien écrits, tellement bien écrits qu'ils sont excessivement difficiles à comprendre. C'est proustien, c'est-à-dire que le document typique de qualité dans la tradition ottomane est une phrase interminable qui boucle le document, et pour justement retomber sur vos pattes, après avoir commencé au début de votre document, avec des et, des qui, des que, de quoi, c'est tout un art que ne maîtrisent en fait que les professionnels. Donc ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est que ceux qui écrivent, mais aussi ceux qui lisent, c'est ce corps intermédiaire, ces truchements, ces interprètes, ces scribes, dont la profession est justement de produire le texte parfait et de le lire pour un pacha, un gouverneur, un maître qui, normalement, ne serait pas vraiment capable de le comprendre aussi bien que son secrétaire. Alors ça crée un problème, parce que forcément, si vous avez un interprète, si vous avez un truchement, vous n'avez plus vraiment la voix de l'individu. D'autant plus que ce sont souvent des textes extrêmement administratifs et par conséquent où les cris du cœur sont souvent très absents. Et ceci est quelque chose, c'est un obstacle de taille pour celui qui essaye de voir, d'entendre les voix, les sentiments de ces individus. J'ai vu des cas fascinants de correspondance privée entre, disons, le pacha de Chypre et un diplomate vénitien, un bail, un consul vénitien. Et là, je peux vous garantir que cette documentation, qui est conservée à Venise, est une documentation excessivement directe, puisque le texte, on le sent bien, n'est pas sorti de la main d'un scribe, mais du pacha. C'est truffé de fautes, une orthographe épouvantable, des répétitions. C'est un texte
très balourd, qui n'a rien à voir avec la pompe, l'ostentation des textes beaucoup plus travaillés qui sortent de la plume des professionnels. Alors bien sûr, si on en avait un peu plus de ces textes balourds, on aurait la chance de pouvoir se pencher là-dessus, essayer de voir ce qui se cache, parce que là, effectivement, plus le texte est direct, plus le texte est gauche, plus le texte se prête en quelque sorte à des erreurs, plus vous avez de chances d'attraper votre auteur, flagrant délit de sentiments divers et variés. Tandis que le style empoulé et galvaudé de l'administration ne vous donnera jamais cette possibilité. Alors vous avez, et je vous l'avais dit la dernière fois, vous avez quand même des gens d'exception qui, de par leur statut, écrivent plus, ou du moins leurs écrits sont mieux conservés, et ils écrivent beaucoup plus directement, sans avoir à se formaliser. Ce sont les sultans. Nous l'avons vu avec la petite lettre de Sélim III. Il n'y a pas de formule de politesse. Le katib, le scribe, sa profession, c'est justement de savoir exactement quelle chaîne de titres il va utiliser selon le rang, le statut de son interlocuteur. Comment il va terminer sa missive en proposant quelque chose sans jamais donner l'impression qu'il l'ordonne. Tout ça, c'est la rhétorique administrative. C'est tout un art, mais c'est justement l'art de cacher les sentiments. Tandis que le sultan n'a pas ce genre de souci. D'abord parce que personne ne va le censurer, personne ne va s'offusquer de ce qu'il pourrait ou ne pourrait pas dire, et on le voit tout de suite, il n'y a pratiquement pas d'adresse. De temps en temps, comme dans le cas de cette missive, Benem Vezirim, mon vizir, comme on dirait mon bon ami. C'est la supériorité qui lui donne ce droit de s'adresser extrêmement directement. Et lui, il ne va pas rechercher ces mots. Bien sûr, il y a des mots qui correspondent à certains concepts qui sont par nature un peu plus complexes que d'autres. Mais si vous regardez la syntaxe, l'orthographe même, et la grammaire utilisée par les sultans dans leurs Hatte-Humayun, dans leurs écrits impériaux, ça reste très compréhensible, très turc. Ça n'est pas ottoman, c'est beaucoup plus turc, c'est du turc qui est compréhensible, généralement compréhensible par n'importe quel turc aujourd'hui. Alors bien sûr, ça réduit la richesse de la prose, mais inversement, ça permet de se pencher sur des sentiments. Nous en avons vu un exemple. On y trouve toujours un petit mot, une tournure de la phrase, une expression qui en dit long sur les sentiments, sur la colère parfois, du sultan à ce moment-là. Donc c'est un discours très direct qui fait état de ses satisfactions, mais aussi de ses sautes d'humeur. Alors, bien sûr, l'idéal, ce serait de soumettre ce genre d'écrits à une analyse systématique. Puisque le problème, c'est que les Hatte-Humayun, ce qu'on appelle les Hatte-Humayun, donc les écrits impériaux, je vous l'avais dit la dernière fois, ce sont déplacés, ce sont des demandes qui sont soumises à l'aval, à l'autorisation ou à l'accord ou au refus du sultan. Et par conséquent, ce qui intéresse les historiens dans un premier temps, c'est de savoir de quoi il s'agit et si le verdict est positif ou négatif. Donc on s'intéresse à l'événement, à la décision, à ce qui va influer en quelque sorte sur une histoire événementielle. Et par conséquent, personne ne s'est vraiment penché sur une étude systématique, par exemple, uniquement de la manière dont un sultan s'exprimait tout au long de ses Hatte-Humayun. Parce que dans ce cas-là, il faudrait dissocier en quelque sorte son texte de la question qui est posée et voir quelles sont les répétitions, quelle est la grammaire qu'il utilise, y a-t-il des idiosyncrasies, y a-t-il quelque chose qui nous permette de pénétrer un peu l'esprit de ces gens qui, malheureusement, n'écrivent pas de mémoire et correspondent assez peu avec des amis.
Alors bien sûr, il y a des cas qui ont été assez bien étudiés, notamment Soliman et Hurrem, Roxelane, comme on la connaît en Occident, ce couple impérial du XVIe siècle, Soliman le Magnifique et sa bien-aimée, unique, puisqu'il s'est fait monogame, Roxelane. Alors ça, Leslie Pierce a énormément travaillé. Son étude du harem est en grande partie fondée sur l'étude des documents, bien sûr, administratifs, mais aussi de la correspondance, ou du moins ce qu'on a pu en retrouver, de la correspondance entre le couple, entre Soliman et Hurrem. Il y a une publication récente des rêves de Mourad III, fin du XVIe siècle. Encore une fois, les rêves sont extrêmement importants puisque, bien sûr, ils font partie de tout un processus de prémonition qui est extrêmement présent dans l'esprit des Ottomans. Si vous lisez, par exemple, ce voyageur dont je parlais la dernière fois, Evliya Çelebi, dans ses rapports avec son pacha, son maître, Melek Ahmed Pacha, une grande partie de ses prouesses intellectuelles se résume en gros à interpréter les rêves de son sultan. Ça fait partie d'une certaine vision, d'une certaine religiosité qui flirte avec la superstition, avec des choses qui, d'un point de vue purement islamique, sont en fait inacceptables. Donc, il y a une profusion, disons, de livres de rêves, de recueils de rêves. Alors ça, bien sûr, c'est très intéressant, à condition d'en avoir assez pour les étudier de manière systématique. Et surtout, est-ce qu'on peut vraiment appliquer, disons, une méthodologie freudienne à des rêves du XVIe siècle, du XVIIe siècle? C'est très risqué. On connaît à quel point, par exemple, Bruno Bettelheim a eu des problèmes en interprétant des contes selon une méthodologie qui partait du principe que les versions qu'il lisait de ces contes étaient authentiques. C'est-à-dire qu'en fait, sans le savoir, il a analysé des contes du XIXe siècle en pensant qu'ils étaient beaucoup plus anciens. Or, on le sait maintenant, le Petit Chaperon rouge, dans sa version du XIXe siècle, est très différent. Il a été censuré, il a été remanié par l'esprit bourgeois du XIXe siècle, et par conséquent, il n'a plus rien à voir avec le Petit Chaperon rouge moyenâgeux ou de la période moderne dont on ne connaît même pas les origines. Donc, déjà, il y a un problème, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant puisque ça permet de voir un peu ce qui fait fantasmer les Ottomans. Il y a un passage célèbre de la Nusretnameh, l'histoire, c'est le livre des conquêtes ou des victoires, c'est une chronique de Siddhartha Mehmed Efendi, où il y a un passage excessivement intéressant, où il parle de Mustapha II. Mustapha II est un de ces sultans dont on ne se souvient pas forcément, qui a régné de 1695 à 1703, vite oublié, une période extrêmement difficile, etc. Mais il y a un petit passage dans le Nusretnameh où Mustapha II se tourne vers son chroniqueur, vers son historiographe, et lui dit, parce qu'il était en train de manger, il lui dit « Dis donc, historiographe, là, je suis en train de manger des épinards. Est-ce que ça va passer à la postérité ?» Et du coup, ça passe à la postérité, puisque l'historiographe en fait état. Mais c'est très intéressant comme phénomène, puisqu'on voit à quel point cet homme, au fait du pouvoir, réalise tout d'un coup que tout ce qu'il fait est amplifié par le phénomène de l'historiographie, par le phénomène de la chronique. Alors, c'est pas grand-chose.
un auteur, un historien palestino-américain, Rifat Aboul-Hajj, a écrit tout un article sur le narcissisme de Mustapha II en se fondant justement sur ce passage et sur quelques indications, mais ça reste maigre malheureusement. Mais en tout cas, ça vous donne une idée de l'importance que peut acquérir un discours direct, une perception de la pensée, de la parole, sans tous les filtres des conventions de la documentation officielle. Ou alors, un exemple qui est archi connu, alors ça c'est la lettre, je vous la rappelle, mais je l'ai mise sur le site web. Une lettre archi connue, alors est-ce vraiment une lettre? C'est une petite note, encore une fois, du sultan Abdulhamid Ier, du nom, XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, à sa bien-aimée Ruhshah. Ruhshah, concubine, à qui il écrit, alors voilà le texte ottoman et turc, je vous le traduis immédiatement, « Ma Ruhshah, ton Hamid t'appartient ». Un sens d'intimité de... en fait, le turc dit « sana kurban ola », qu'il te soit sacrifié. Le Seigneur créateur du monde et le créateur de toutes les créatures, beaucoup de répétitions. Je vous ai dit que ce n'était pas le meilleur des styles. Mais il ne tourmente guère pour une simple faute. Maîtresse, il s'adresse à elle, et lui est le maître du monde selon son propre protocole. Je t'appartiens tel un esclave, frappe-moi ou tue-moi. Ça, c'est le côté sadomaso. Si tu le désires, je me soumets à ta volonté. Je t'en prie, viens ce soir. Je te jure que tu seras la cause de mon mal, voire de ma mort. Je t'en supplie, en t'embrassant la plante des pieds, je ne peux plus me retenir. Alors ça me fait penser un peu à Valmont. C'est plus fort que moi dans les liaisons dangereuses. Mais bon, c'est un texte, on en a quelques-uns comme ça, qui montrent bien que Abdulhamid Ier avait une correspondance amoureuse avec une de ses concubines, qu'il va finir par, non pas épouser, il n'épousait personne, mais il en fera sa femme. Alors, où va-t-on avec ça? Déjà, je crois que c'est un peu une forme d'antidote aux clichés orientalistes du gynécée, du harem. Non, on sent bien qu'il y a une relation de couple, il y a un attachement personnel. Alors, encore une fois, il faudrait en avoir beaucoup plus avec d'autres femmes pour savoir si l'on peut amener à la vision très orientaliste du sultan noyé dans les femmes, parmi les femmes dans le harem, si on peut y apporter une vision différente qui confirmerait, qui expliquerait en quelque sorte que dans certains cas, comme Soliman au XVIe siècle, ces hommes-là se transforment et deviennent monogames dans une situation qui encourage au contraire à la polygamie. Encore une fois, ça reste anecdotique, mais ça donne une idée de l'importance que peut acquérir un texte à partir du moment où c'est un texte où l'on entend une voix directe, un discours direct. Et dans le cas de Sélim III, la lettre que j'ai utilisée la dernière fois, encore une fois, on sent bien qu'au-delà de se vanter auprès de son vizir, il est ravi de pouvoir se présenter comme un civilisé, occidentalisé. Je ne sais pas si vous connaissez le concept qui a maintenant à peu près 20-30 ans du Turc blanc. C'est un concept politique sociologique qui décrit un état d'esprit très typique de la Turquie contemporaine, où la modernité, l'occidentalisation devient une sorte de credo d'une portion de la population qui en tire non seulement une satisfaction, mais un mépris du reste de la population, un peu à la manière des orientalistes. Eh bien,
dans ce cas-là, on pourrait même dire que Sélim III, avec son admiration de cette pratique occidentale de l'échange des portraits et l'insistance sur le fait que lui est au courant de cette tradition et que son vizir ne l'est pas, c'est peut-être le premier Turc blanc. C'est un début, si vous voulez, d'une transformation des mentalités, d'un passage à un état d'esprit où on commence en puissance à douter de ses propres valeurs. Quand le doute s'installe, c'est ce que j'ai choisi comme titre de mon cours aujourd'hui, puisque, je vous le disais, c'est quand on commence à douter de soi qu'on commence à changer. Et la modernité, elle s'accompagne justement très souvent de ce genre de doute. Je vais donc procéder à un autre document, et ça c'est un document que j'adore, un document fétiche. S'il n'avait pas existé, j'aurais dû l'inventer. Vraiment, je n'ai jamais vu de document aussi naïvement révélateur de toutes les sensations, de toutes les idées que l'on associerait justement avec ce flirt très précoce avec l'Occident, et ce mélange d'amour et de haine, d'admiration et de mépris qui caractérise pendant le XIXe siècle, mais encore aujourd'hui, les relations entre l'Empire ottoman ou la Turquie et l'Occident. Et pour ce document, nous avons un auteur, c'est un document, alors lui, qui est vraiment un document, un égo-document, c'est une lettre, et dans un style extrêmement direct. Et pour situer cette lettre, il faut se rendre à Paris en 1804, dans ce cas-là, puisque c'est l'intronisation, le couronnement de Napoléon. Si vous regardez un peu au fond de la salle, là en haut, vous verrez quelqu'un qui regarde la scène. Vous connaissez probablement ce tableau de David. Ce quelqu'un n'est autre que Halet Efendi. Halet Efendi, un bureaucrate ottoman, qui a été envoyé en 1803 à Paris en tant qu'ambassadeur, au moment justement où les relations entre la France et l'Empire ottoman se remettent au beau, et que les Ottomans qui avaient été ballottés entre les Britanniques, les Russes, etc., maintenant essayent de s'ancrer un peu dans la puissance formidable de la France napoléonienne. Halet Efendi sera donc présent lors de cette cérémonie, mais c'est avant cette cérémonie qu'il écrira une lettre à ses amis à la cour, une lettre qui a été publiée, à dire vrai, je n'ai même pas vu l'original, puisque le fac-similé a été publié dans les années 30, dans une publication, ou 40, dans une publication qui avait pour mission de donner un aperçu général de la richesse des fonds d'archives du palais de Topkapı, le palais impérial à Istanbul. Voici la lettre, telle qu'elle fut publiée en 1940. Vous y voyez quelque chose qui est intéressant, et alors je ne vais pas digresser là-dessus, c'est l'utilisation du papier. Vous voyez qu'il écrit dans tous les sens, parce que justement, le papier, c'est quelque chose de très cher, et que par conséquent, on économise. Donc, il a dû commencer avec une partie du texte, ensuite à rajouter. Il a donc utilisé au mieux, il a maximisé l'usage qu'il faisait du papier pour écrire sa lettre. Ce qui est aussi frappant, c'est qu'à cette époque-là, les Ottomans écrivent pratiquement en continu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ponctuation. Les paragraphes, là, on discerne quand même des sections, mais ce ne sont pas vraiment des paragraphes. Le genre d'écriture à laquelle nous sommes habitués, à laquelle les Ottomans
à la fin du XIXe siècle, ou dès la moitié du XIXe siècle, vont s'habituer, c'est-à-dire tout ce qui est alinéa, paragraphe, ponctuation, point d'exclamation, etc., tout cela n'existe pas encore. Ce qui rend le texte un peu plus lourd, puisque la ponctuation et la structure du texte contribuent généralement à donner encore plus d'emphase, de puissance au texte. Les Ottomans, eux, y pratiquent vraiment un texte extrêmement continu. Mais dans ce texte, il y a deux paragraphes, enfin j'appelle ça des paragraphes pour les besoins de la cause, deux sections que je voudrais analyser. La première, que voici, la voici en turc, en haut, et en français. Je la lis rapidement. « À quiconque vante la terre des Francs avec l'intention de nous effrayer ou de nous provoquer, vous devez poser cette question. As-tu jamais été en Europe ? S'il répond non, jamais, mais je la connais des livres d'histoire, alors il est de deux choses l'une, que je décrirai dans un instant. S'il dit oui, j'y ai été et j'y ai passé quelque temps, c'est très certainement un partisan des Francs et un espion à leur solde. S'il dit je n'ai pas été là-bas, il est de deux choses l'une. Vous voyez la méthode quand même. Quoiqu'il a déjà oublié les deux choses qu'il est. Bon, il est de deux choses l'une. Soit c'est un âne, échec, en turc, et il croit tout ce que les Francs écrivent, ou alors il vante les Francs par zèle religieux afin d'en tirer une insulte pour les musulmans. Apprenez bien cette règle générale. C'est un texte très direct. Alors là, il n'y a pas de tournure officielle, de rhétorique. C'est vraiment un texte extrêmement direct, pratiquement comme il le parlerait. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit. Et déjà, rien qu'à voir la manière dont il présente les choses, on voit se dessiner un état d'esprit qui est assez intéressant. Alors, déjà, effrayer ou provoquer, c'est-à-dire le rapport qu'il établit entre le fait que quelqu'un qui vante l'Europe, la terre des Francs, le Flengistan, le fait soit pour les effrayer, soit les effrayer, déjà nous effrayer ou nous provoquer, c'est une dichotomie intéressante. Mais surtout, quand vous dites qu'on le fait pour vous effrayer, vous admettez en quelque sorte qu'il est possible de vous effrayer. Et que par conséquent, derrière cette image de l'Europe, il y a effectivement une frayeur. Il y a un risque de se voir effrayé par ce que disent les autres de l'Europe. Alors, effrayé ou provoqué. Donc déjà, vous avez une sorte de tension entre nous, et même s'il ne dit pas à qui correspond nous, on comprend bien que ce nous, c'est essentiellement les musulmans. Pas les Turcs encore, les musulmans. Ensuite, toute cette logique de pourquoi il dirait l'un ou l'autre, vous voyez encore que c'est une répétition des mêmes stéréotypes. Encore une fois, c'est-à-dire qu'on ne peut vraiment admirer et vanter l'Europe que si on est un espion et qu'on est à la solde des Européens, ou que si on veut, par zèle religieux, donc par anti-islamisme, on veut insulter les musulmans. Donc, déjà, c'est une présentation extrêmement carrée, si vous voulez, d'un état d'esprit qui est assez négatif, mais qui en plus est un peu timoré. Il est sur la défensive. Et ça, je pense que c'est un phénomène excessivement important pour comprendre la suite de cette modernisation, de cette modernité, de cette occidentalisation. C'est ce tiraillement entre le désir d'imiter, d'émuler, d'adapter ce que l'on voit et cette haine, en quelque sorte, de ce que l'on sait être contraire à ces principes. Paragraphe ou section suivante, la voici.
où le texte est plus long et plus complexe. Il commence, alors ce sont mes paragraphes, mais en fait, comme je vous le disais, c'est un texte continu. Il commence par une sorte d'évidence. Tous les Arméniens et les Grecs du monde ne cessent de dire que tous les musulmans sont des sodomites. Et que, Dieu nous en garde, une telle chose ne se passerait jamais en Europe, et que si cela devait arriver, les responsables d'actes aussi honteux seraient immédiatement jetés dans les flammes. Nous avons si souvent entendu dire ceci que nous avons fini par y croire. Alors, je crois que là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnellement intéressant. C'est un aveu de toutes sortes de choses. D'abord, quand vous dites « tous les Arméniens et les Grecs du monde », replacez-vous dans le contexte de l'isolationnisme, du nombrilisme impérial ottoman. Le monde n'existe pas. Et pour vous, les Grecs et les Arméniens, ce sont des sujets de l'Empire. Parler des Arméniens et des Grecs du monde, comme on parlerait des prolétaires du monde, c'est avoir une vision tout à fait différente de ce que peuvent représenter ces deux ethnies ou ces deux groupes religieux dans une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus mondiale de la politique. Ça n'est plus simplement des sujets, des rayas, comme on disait en français, inférieurs parce qu'ils ne sont pas musulmans, mais tolérés parce que ce sont des gens du livre. Ce sont des gens qui constituent une sorte de cabale en puissance contre les musulmans. Et ça, bien sûr, c'est le début de quelque chose qui va marquer énormément le XIXe et plus encore le XXe siècle. C'est la perception de la cinquième colonne. La cinquième colonne, c'est-à-dire ces traîtres qui sont parmi nous et qui, en fait, sont rattachés à un monde au-delà de nos frontières et qui, en plus, ils le démontrent, sont en train de nous desservir. Comment ? En disant que tous les musulmans sont des sodomites. Mahboub Dost, le terme ottoman. Littéralement, Mahboub, c'est le bien-aimé, Dost, c'est l'ami du bien-aimé. Bon, c'est une sorte d'euphémisme pour décrire ce qu'on appelait au XIXe siècle encore le vice. Alors, ça c'est intéressant. Pourquoi ? D'abord, parce que c'est un cliché, c'est un stéréotype que l'on connaît bien, qui est une partie intégrante de l'orientalisme. Depuis le XVIe siècle, l'Occident est en train de fantasmer sur la sexualité orientale, fantasmer sur le harem, mais fantasmer aussi sur ce qui, en Europe, pose énormément de problèmes, ce qui est décrié par la religion, par les mœurs, mais qui existe, c'est-à-dire l'homosexualité. Et ainsi que ça a été souvent démontré, dès le XVe, XVIe siècle, cette homosexualité va être projetée sur l'autre. C'est la manière de se débarrasser de sa propre gêne, en quelque sorte. On ne veut pas supposer qu'il existe une telle aberration, selon les normes de l'époque, et par conséquent, ce sont les autres qui le sont. Et ça, jusqu'au XXe siècle. L'orientalisme, il est fait d'altérité, et cette altérité, elle est souvent sexuelle. Sexuée, très fortement genrée. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne concerne pas uniquement les orientaux ou les moyen-orientaux. Nabil Matar a bien montré comment les Indiens d'Amérique, enfin les Américains d'origine, au XVIe et au XVIIe siècle, sont stigmatisés de la même manière par l'Occident. C'est vraiment l'altérité. Alors, ce stéréotype, on le connaît bien. Ce qui est intéressant, c'est de voir que là, ce stéréotype est revendiqué par ces Grecs et ces Arméniens du monde.
et que par conséquent, ça devient une arme contre la domination musulmane, quelque chose qu'ils utilisent pour insulter, dénigrer les Ottomans. En plus, c'est accompagné de cette opposition, cette mise en opposition entre l'Orient et l'Occident. L'Orient se complaît dans la sodomie, l'Occident l'interdit, brûle les sodomites. Ce qui n'est pas entièrement vrai, bien sûr, mais ça vous donne une idée de l'image qui est donnée. Alors, est-ce qu'il a vraiment, on en aura peut-être une idée un peu plus tard, est-ce qu'il a vraiment été confronté à des Grecs, des Arméniens qui l'ont montré du doigt ou ont montré ses amis du doigt en disant « vous êtes tous... » Mais en tout cas, c'est une image qu'il a reçue, qu'il a perçue et qui le dérange. Et la dernière phrase est tout simplement magnifique. Nous avons si souvent entendu dire ceci que nous avons fini par y croire. Alors, à quoi ont-ils fini par croire? À ce que les Européens se débarrassent de l'homosexualité en brûlant les coupables? Ou, et je crois que c'est probable, au fait que les Ottomans, les musulmans, sont des sodomites? Parce que le problème, de même qu'en Occident, l'accusation de sodomie qui est portée contre les autres est une sorte de projection d'une gêne intérieure, d'une gêne locale, les Ottomans, nous le savons, pratiquent notamment dans les sphères un peu plus aisées, pratiquent une homosexualité. Je ne sais pas si c'est exactement le terme qu'il faudrait utiliser. Est-ce homosexualité? Est-ce bisexualité? Est-ce polysexualité? C'est compliqué parce que ça n'est pas... Et là, je vous renvoie à un ouvrage excellent par Khaled El-Rouaiheb qui s'appelle « Before Homosexuality ». Et c'est une étude des thèmes homosexuels dans la littérature ottomane et arabe du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, où il montre que ce qui est dit, ce qui est décrit, ça n'est pas encore de l'homosexualité, puisque pour avoir de l'homosexualité, ainsi qu'on l'a définie aujourd'hui, il faut être passé par l'hétéronormativité, phénomène du XIXe siècle, c'est-à-dire la croyance que la norme est hétérosexuelle et que par conséquent, ce qui ne l'est pas est une déviation, est une aberration, est une erreur, est quelque chose que l'on définira par opposition à la norme hétérosexuelle. Et ça, c'est quelque chose qui, même en Europe, ne fait que s'installer au XIXe siècle. Donc, appeler ça de l'homosexualité, c'est problématique, mais je n'ai pas de meilleur terme, et il suffit de savoir que lorsque vous lisez la poésie ottomane, d'autant plus que le turc n'a pas de genre, la langue turque n'a pas de genre, donc le il ou le elle est indéfinissable dans la poésie. Vous voyez souvent des poèmes, des expressions qui sont extrêmement ambiguës d'un point de vue du genre, de la sexualité. Et au-delà de cela, nous savons qu'il y a une pratique homosexuelle qui se poursuit au XIXe siècle et au XXe siècle, puisque ça fait partie, en fait, d'une société normale. Mais le problème, c'est que là, ce Halet Efendi, pour la première fois apparemment, est confronté à une vision de ceci comme un péché, comme un crime. Et cette image négative, elle provient de l'Occident. Et, dit-il, on nous l'a tellement répété qu'on a fini par y croire. Vous voyez que malgré la haine, le mépris, la méfiance qu'il exprime envers l'Occident, il admet que lui-même est tombé dans le panneau de croire ce qui lui était dit. Alors bien sûr, la manière dont il finit cette phrase vous fait deviner que la suite va lui donner raison. Et voilà, maintenant nous passons à la section purement ethnographique,
où il décrit les plaisirs de Paris. Or, dit-il, en vérité, il apparaît qu'ils ne font que ça, ils étant les Occidentaux, et que ça étant, bien sûr, l'homosexualité. Il est à Paris une place qu'ils appellent Palais Royal, je crois qu'on la connaît, qui ressemble, alors ça c'est assez charmant, parce que comment décrire à un Stambouliote qui n'a jamais vu l'Occident, comment décrire le Palais Royal? Un bazar couvert, mais en beaucoup plus grand, et avec des boutiques sur les 4 côtés, et une grande variété de marchandises dans ces boutiques. C'est une description comme une autre, il n'y a guère que les colonnes de Buren qui manquent. Au-dessus des boutiques se trouvent des appartements, et dans ces appartements, 1500 femmes et 500 garçons. Alors, les termes, je les ai choisis. Femmes, kage, ce sont des femmes, c'est vraiment une manière assez brute, disons, de dire femme, et garçon, orlan, qui a une connotation sexuelle. 1500 femmes et 500 garçons dont le seul but est la sodomie. Il est honteux d'y aller la nuit, mais comme il n'y a pas de mal à y aller de jour, bon, bon, ça c'est classique. Quand vous lisez Evliya Çelebi et sa description de Galata, il décrit les tavernes de Galata, etc. Il dit « on me l'a raconté, je n'y ai jamais été, on me l'a raconté ». Lui, il est un peu plus honnête, il dit « j'y suis allé de jour, et y aller de jour n'est pas un crime ». Comme il n'y a pas de mal à y aller de jour, nous y sommes allés dans le seul but d'observer la scène. Dès que l'on entre, on est pris d'assaut de tous côtés par des femmes et des hommes qui distribuent des feuillets imprimés aux visiteurs. C'est intéressant quand même. Il y a des détails. On voit bien que le fait de cette réclame qui est faite à partir de feuillets imprimés, c'est quelque chose qui l'a intéressé. Et n'oublions pas que c'est à une époque où l'imprimerie fait ses débuts dans l'Empire ottoman. Donc, c'est intéressant. Alors, bien sûr, les 1500 femmes et les 500 garçons à prendre avec une pincée de sel, puisque, bon, il n'a pas l'esprit statistique, c'est simplement une manière de dire qu'il y en a beaucoup, et un peu plus de femmes que d'hommes, c'est tout. Mais voilà la description du Palais Royal. Ensuite, il continue, les feuillets disent, il lit ce qui est sur les petits feuillets de réclame, « J'ai tant de femmes, mon appartement se trouve en tel endroit, et le prix est de temps. » Et le terme qu'il utilise pour prix, c'est « nar ». Nar, en turc, c'est le terme consacré pour parler de la régulation des marchés. Donc c'est vraiment, c'est très surprenant. Un autre feuillet annonce « J'ai tant de garçons, leurs âges sont les suivants et leur prix de temps. » Et si le moindre de ces garçons ou de ces femmes devait contracter la syphilis, il est soigné, et la syphilis, bien sûr, c'est la maladie des Francs, Frengi, il est soigné par un médecin nommé par le gouvernement. Encore une fois, une observation intéressante parce que c'est un bureaucrate ottoman. Donc il s'intéresse à la manière dont tout cela est géré, notamment à la participation de l'État dans la gestion et le contrôle de cette prostitution. Et les femmes et les garçons assaillent le visiteur de tous côtés et l'accompagnent en lui demandant qui d'entre eux lui a plu. Et jusqu'aux nobles vous demandent avec fierté « Avez-vous été au Palais Royal? Les femmes et les garçons vous ont-ils plu ?» Voilà, il décrit... Alors, on sent bien qu'il est soulagé. Puisque, et ce soulagement, on va le lire dans la dernière phrase de la lettre, « Lisez ce passage à Hoja Abraham, Dieu soit loué, il n'existe pas autant de sodomites et de pédérastes en terre d'islam. » Soulagement. Le soulagement, c'est intéressant. Alors là, c'est un texte direct. Là, il n'y a aucun risque d'y voir... Alors, il y a bien sûr ses propres fantasmes, il y a la manière dont il interprète les choses, etc., mais c'est un texte direct et c'est quelque chose où il veut absolument informer ses correspondants de quelque chose qu'il vient de découvrir et qui apparemment est excessivement important pour eux puisque ça remet en question ces doutes qu'ils avaient sur leur propre sexualité et sur la supériorité sexuelle des Occidentaux. Ça, c'est intéressant. C'est le doute.
C'est quand on commence à ne plus se satisfaire, ainsi qu'un bon ottoman au XVIIe ou même au milieu du XVIIIe siècle l'aurait fait, on commence à ne plus se satisfaire de ses propres croyances, de ses propres normes, de ses propres valeurs, et que l'on veut se mesurer à l'aune de l'autre. Et par conséquent, la vision de l'autre devient quelque chose d'important. Et sur des choses qui sont profondément intimes. On ne parle plus de supériorité technique, technologique, militaire. On ne parle pas d'armes à feu, de canons, de vaisseaux. On ne parle pas de règlement de l'Empire ottoman. On ne parle pas de surclasser l'Empire pour en assurer la survie à travers la fiscalité et l'efficacité militaire. On parle de ce qu'il y a de plus intime pour un individu, on parle de sa sexualité, on parle de la sexualité d'un groupe. Et ce groupe se définit de plus en plus de manière cohésive autour de cette identité islamique avec les musulmans, nous, et eux qui se subdivisent en Grecs et Arméniens d'un côté, c'est-à-dire la cinquième colonne, qui est prête à mentir pour nous déranger, pour nous insulter et pour nous effrayer, et puis l'Occident que l'on ne remet pas vraiment totalement en question, mais dont on est soulagé de voir que, en fait, ils sont encore pires que nous. Alors ça c'est typique. C'est-à-dire le tout quoque, hein, toi aussi, toi encore plus. Ça, c'est classique, tout le monde l'a. Mais dans le cas turc, c'est quelque chose qui est excessivement présent encore aujourd'hui. Vous parlez de génocide en Turquie, la réponse immédiate, c'est oui, mais les Indiens d'Amérique ou les Français en Algérie. Ce qui, en fait, est un aveu. Alors, quand on parle de génocide, est-ce qu'on va se lancer dans le comparatisme pour essayer de se soulager des accusations qui sont portées contre nous? Ou alors est-ce qu'on va se pencher tout simplement sur la question en tant que phénomène historique et vous avez exactement la même chose ici. Et ce qui est révélateur de cette dernière phrase, c'est lisez ce passage à Hoxha Abraham. Hoxha Abraham, ça n'est pas n'importe qui. Déjà, Abraham, ça n'est pas Ibrahim, c'est bien sûr Abraham, mais pour un non-musulman. Et à la fin du XVIIIe siècle, ou au début du XIXe siècle, un Hoxha, c'est un Arménien. C'est probablement un banquier arménien. C'est probablement un Arménien puissant qui gravite autour des cercles de la cour, de l'élite dirigeante. Et c'est probablement lui qui est à l'origine de ce doute. C'est lui qui a dû leur dire lors d'une soirée, parce que ce sont des gens qui se fréquentent, après tout, vous savez, vous et vos mœurs, en Europe, on vous pendrait pour moins, ou quelque chose de ce genre. Alors, il insiste, lisez ce passage à Hoxha Abraham et dites-lui bien que, Dieu soit loué, en terre d'islam, il y a bien moins de pédérastes et de sodomites qu'en Occident, et que par conséquent, la manière dont il vante l'Occident, j'en ai dévoilé le sens dans le premier paragraphe de ma lettre, c'est uniquement pour nous insulter, c'est uniquement pour utiliser cette frayeur que nous avons d'être moins performants, moins bien, moins civilisés, moins je ne sais quoi que les Occidentaux. Alors là, je crois que c'est un tournant. C'est pour ça que je disais que c'est un document que, si je ne l'avais pas trouvé, j'aurais dû l'inventer. C'est vraiment le document idéal où vous mettez dans la bouche d'un bureaucrate ottoman toutes les frayeurs que vous associez avec cette montée de l'arrogance occidentale, cette montée de l'orientalisme et ce divorce de plus en plus net entre les populations non musulmanes, les élites non musulmanes et les élites musulmanes. Les élites non musulmanes, comme ce Sarraf, ce banquier arménien, qui joue le jeu, c'est-à-dire qui participe au pouvoir,
mais qui y participent avec un sens d'infériorité, sans avoir vraiment la possibilité d'accéder au pouvoir même. C'est ça le drame du XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe siècle. C'est le fait que les non-musulmans sont tenus à l'écart du pouvoir politique alors qu'on leur permet, gracieusement, de participer, de contribuer au financement de la politique. Derrière chaque dignitaire musulman, vous avez un ou plusieurs banquiers arméniens, parfois grecs, parfois juifs. Leur rôle est justement de fournir, sans aucune sécurité de l'emploi et sans avoir la satisfaction d'être reconnus comme des participants à plein temps de cette politique, leur rôle, c'est de fournir, de nourrir, de soutenir les carrières politiques de ces individus. Regardez un peu la destinée de la plupart de ces grands sarrafs du XVIIIe siècle, les grands banquiers arméniens. Aucun, pratiquement, n'est mort dans son lit. Ils sont tous tombés avec leur maître. C'est-à-dire que la chute politique d'un grand dignitaire, d'un grand vizir, va s'accompagner d'une sorte de purge de toute sa maisonnée et de ceux qui participaient à la construction de son pouvoir. Les banquiers, les premiers, puisque, bien sûr, les banquiers sont alors, ou leur fortune alors, est confisquée au profit de l'État. Un État encore très prédateur, qui n'a pas encore découvert, qui n'a pas encore besoin de découvrir les lois du marché pour s'alimenter en numéraire. Il pratique des ponctions extrêmement prédatrices, des ponctions auprès de ces dignitaires, mais auprès justement de ces banquiers satellitaires, pour éviter de s'engager dans une véritable dette publique. C'est ça le drame en quelque sorte du XVIIIe siècle, et c'est pourquoi la formation d'une bourgeoisie au-delà des distinctions religieuses, n'arrive pas à prendre forme. Et que par conséquent, les Ottomans musulmans poursuivent leur carrière fondée sur la sécurité du monopole qu'ils ont du pouvoir, tandis que les non-musulmans sont obligés de naviguer les vicissitudes de la politique, d'essayer d'éviter les écueils de la politique afin de survivre dans un environnement où ils peuvent faire fortune, mais où ils n'ont jamais la garantie de la maintenir et de la transmettre aux générations suivantes. Donc, Halet Efendi, c'est vraiment un Ottoman, un des derniers Ottomans, et en plus c'est un caractère très intéressant, c'est une figure extrêmement intéressante du règne de Mahmoud II, puisqu'il survivra jusqu'en 1822, malgré des hauts et des bas, et il sera en grande partie responsable pour les violences qui seront contractées contre les Grecs en 1821 à Constantinople même, après l'insurrection en Morée, lorsque des représailles seront organisées à Constantinople même, à commencer par le patriarche, c'est en grande partie à cause de Halet Efendi et de sa prise de position extrêmement anti-non-musulman, extrêmement, j'allais dire nationaliste, mais ça n'est pas du nationalisme, c'est du sectarianisme musulman. Il a une prise de position qui est exacerbée, semble-t-il, par cette haine qu'il a de la montée en puissance de l'Occident, qui s'accompagne par la montée en puissance d'une certaine élite non musulmane. Et pour la petite histoire, deux petites histoires, il sera rappelé quelques années plus tard, en 1806, pour des affaires de mœurs. Alors bon, il sera rappelé parce que à cause de scandales. Et enfin, pour la petite histoire, ceux qui s'intéressent à des histoires morbides de décapitation, etc., en 1822, lorsqu'il tombera finalement
il perdra le soutien de Mahmoud II. Il sera décapité à Konya. Et comme le veut la tradition, notamment quand on pratique la décapitation à distance, la tradition veut que l'on ramène la tête pour bien prouver que la décapitation a eu lieu. Il a été décapité à Konya, enterré à Konya, sa tête est revenue à Istanbul, et à Istanbul, Mahmoud II, dégoûté de le voir, a dit jetez-le bien loin d'ici, je ne veux plus le voir. On l'a enterré dans un couvent de derviches à Galata. Et manque de chance, le sultan Mahmoud s'est rendu à ce couvent-là quelques jours plus tard. Il a vu la stèle, la pierre tombale de la tête du pauvre Halet Efendi et s'en est pris à sa suite en disant « Est-ce que je ne vous avais pas dit de vous débarrasser de lui ?» Ce qui fait qu'ils ont déterré la tête et ils l'ont enterré dans un autre cimetière. Donc c'est je crois que c'est le seul Ottoman à avoir 3 stèles funéraires, un corps, une tête et 3 stèles funéraires à son escient. Voilà. Donc, Halet Efendi, mais encore une fois, moi ce qui m'intéresse là, c'est la voix. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce document était connu en 1940, que ce document a été utilisé par Bernard Lewis, par exemple, mais ils ne l'ont jamais analysé jusqu'à essayer de comprendre quel genre de mentalité se cachait derrière cette frustration, derrière cette frayeur. Or, je pense que c'est quelque chose d'excessivement important pour essayer de comprendre la manière dont l'élite dirigeante, la classe dirigeante, au début du XIXe siècle, commence à se faire à cette idée de la suprématie occidentale, parfois très mal, avec des réactions, mais parfois, au contraire, avec une sorte d'acceptation, un peu comme les cycles de Kubler-Ross en psychologie, où on finit, après avoir résisté un peu au traumatisme, on finit par y céder et par accepter la culture, accepter ce qui vous est imposé par l'Occident. Je vais terminer par introduire un autre cas de figure qui me paraît excessivement important pour comprendre la manière dont les Ottomans manipulent la modernité et comment ils commencent à s'inspirer de l'Occident pour des choses qui ne sont pas forcément uniquement techniques, mais de plus en plus intellectuelles. Et pour cela, ça c'est une gravure contemporaine de Halet Efendi de la prostitution au Palais Royal. Donc il n'inventait rien, même si pour ce qui est de la prostitution masculine, c'est beaucoup moins bien documenté que dans le cas des femmes. Mais le cas que je voudrais étudier, c'est celui d'un historien qui lui aussi est un contemporain justement de Halet Efendi. C'est quelqu'un qui écrira au début des années 1820 une histoire du règne de Mahmoud II. Donc c'est un historiographe, c'est un chroniqueur dans la plus pure tradition ottomane, c'est-à-dire quelqu'un qui est nommé par le sultan pour détenir ce poste prestigieux qui est celui de chroniqueur de l'Empire. Donc son but est de prendre la relève du chroniqueur avant lui. En général, c'est de la mort qui les sépare. Et par conséquent, il est censé écrire une histoire du règne du sultan régnant. Et cet homme s'appelle Shahanizadeh Ataullah Efendi. Ataullah, c'est un bon ottoman qui a une excellente réputation dans les cercles, disons, progressistes. C'est-à-dire qu'à partir du XVIIIe siècle, mais de plus en plus au XIXe et au XXe siècle, s'installe dans l'historiographie ottomane et turque cette vision un peu niaise, un peu bête d'une dichotomie un peu manichéenne entre les bons et les mauvais. Alors les bons, c'est bien sûr ceux qui vont dans le sens de la modernité, du progrès, de l'occidentalisation, et les mauvais, ce sont les réactionnaires.
notamment sous la période kémaliste. C'est ainsi que la période ottomane, c'est ainsi que les principaux acteurs ottomans de l'histoire ottomane vont être séparés, vont être comparés selon leur appartenance à l'une ou l'autre des deux parties. Lui, Şahinizade Ataullah Efendi, appartient au bon. C'est un bon puisqu'il est l'auteur de bien des traductions de travaux, alors encore une fois, militaire. Il traduit des traités militaires de Frédéric de Prusse. Alors ça, c'est très à la mode et ça va dans la mouvance, si vous voulez, des travaux de Mahmoud Raif Effendi, etc. On essaye d'utiliser l'aspect technique d'occidentalisation, mais aussi en médecine. Et il travaille en général à partir de sources qui sont soit françaises, soit italiennes, surtout italiennes parce que jusqu'au milieu du XIXe siècle, la langue la plus parlée, la langue par laquelle le contact se fait avec le monde extérieur, avec le monde occidental, c'est l'italien. Un italien qui parfois devient ce qu'on appelle la lingua franca, une sorte de sabir mêlé de grec, d'arabe, de turc, etc., mais avec toujours un fond italien. Ce n'est qu'à partir des années 1850 que le français va commencer à s'imposer, et ce jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, après quoi l'anglais va remplacer le français comme source de terminologie, à tel point qu'aujourd'hui, par exemple, on ne sait plus comment dire psychiatre. Les vieux de la vieille comme moi diront psychiatre en utilisant la version française du terme, alors que la jeune génération, très influencée par les États-Unis et par la télé, parlera de psychiatriste. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on prononce psychiatrist à la française. Alors, je ne comprends vraiment pas, mais en tout cas, cette histoire du passage d'une langue à une autre et la manière dont les langues se font véhicule de nouvelles idées, de nouveaux concepts, est une histoire fascinante que nous explorerons de temps en temps au gré de certains sujets. En tout cas, pour Şahinizade Ataullah Efendi, c'est surtout à partir de l'italien qu'il traduit des traités de médecine, d'anatomie. Donc, il fait partie de cette classe d'intellectuels qui sont épris de l'Occident et qui sont prêts à se mettre au service de la traduction, de la translation, de la transposition des savoirs occidentaux afin d'éclairer, d'illuminer l'Orient. Donc déjà une mission civilisatrice, si vous le voulez. Pour la petite histoire, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il n'a pas vraiment de chance, puisque en 1826, et ça nous en parlerons plus tard, lorsque Mahmoud II se débarrasse du corps des janissaires, il se débarrassera aussi de la confrérie des Bektashi, qui était très liée avec les janissaires, et notre pauvre Şahinizade Ataullah Efendi a eu le malheur de fricoter un peu avec les Bektashi, ce qui fait qu'il sera démis de ses fonctions, et il sera exilé à Tire, en Anatolie, et il en mourra d'une manière assez comique, puisque au bout de quelques mois, enfin comique, au bout de quelques mois, Mahmoud II, pris de remords, décide de le gracier, de le pardonner et par conséquent de le rappeler à Istanbul. Il envoie un tchavouch, un messager, qui est censé lui donner la bonne nouvelle de son itlaq. Itlaq, c'est le fait d'être remis en liberté, de talak, être libre. Donc la mise en liberté. Ataullah Efendi, qui apparemment était un peu dur d'oreille, aurait compris itlaf, qui veut dire exécution, et il en est tombé raide mort d'apoplexie. Bon, encore une fois, bon. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est son histoire. C'est son histoire
pour une raison bien simple, c'est que c'est en général reconnu comme étant le premier effort sérieux à utiliser une méthodologie moderne à l'occidental pour l'étude des phénomènes historiques, puisque la tradition historiographique de l'Empire ottoman est une tradition de chroniqueurs, très événementielle, très axée sur les éloges portés sur la personne du sultan, etc. Donc c'est une écriture extrêmement politique qui manque un peu de sens critique, si vous voulez. Quoiqu'il y a de très bons exemples, Naïma par exemple au XVIIe siècle, mais en gros, Shahnizadeh Ataullah Effendi est considéré comme l'un des premiers auteurs à avoir présenter, utiliser une méthode occidentale pour défendre la méthode en histoire. À tel point que, apparemment, et voilà un exemple typique de ce que j'appelle un Khatt Humayun, c'est-à-dire un écrit impérial, en gros, sans avoir à lire le texte, le long texte en bas, c'est le placé, c'est la pétition, c'est la demande, la requête qui est faite par tel ou tel individu, généralement le grand vizir lui-même. Et ce que vous avez en haut, les 3 lignes que vous avez en haut, c'est le Khatt Humayun, c'est-à-dire c'est l'écrit impérial, c'est l'annotation de la main du sultan où il décide que telle ou telle chose doit être faite ou pas. Et dans ce cas, une ligne de cette Khatt Humayun concerne l'histoire de Shahnizadeh Ataullah Efendi. Voici ce qu'il dit en turc. Ataullah Efendi'nin mukaddimesi güzel olmuş bir okunaklı yazı ile tebliğ olunup tarafı Hümayun'uma takdim olunsun. En français, l'introduction d'Ataullah Efendi est bien écrite. Faites-la recopier d'une bonne main avant de la soumettre à Ma Majesté impériale. Alors ça, pouvoir dire Ma Majesté impériale, déjà, c'est pas donné à tout le monde, mais ça vous donne une idée un peu de ce qu'est cet écrit impérial. Donc, on voit que, et c'est surtout l'introduction, mukaddime, introduction en arabe, mais c'est aussi le terme utilisé pour la fameuse introduction à l'histoire de Ibn Khaldoun. La mukaddime, c'est ce que l'on retient le plus de l'histoire du bon Shahnizadeh comme étant un exemple de rigueur scientifique et de méthode à l'occidentale. Je vous en donne quelques exemples. Alors malheureusement, étant donné qu'il a eu une carrière un peu écourtée par les vicissitudes de la politique, son ouvrage n'a vu le jour que bien plus tard. Il a été imprimé en 1860 et des poussières, donc il n'a pas eu la carrière qu'il aurait mérité, l'ouvrage. Mais nous en avons donc une édition de 1864 et une édition critique qui a été faite il y a quelques années. Voici un passage assez typique où je vous traduis. Pour étudier quelque peu l'exactitude de certaines choses dans les histoires anciennes, il n'y a qu'une voie, et cette voie est de vérifier avec attention s'il en reste des preuves et des traces indéniables, et les preuves écrites de ce genre se réduisent à 3 genres de preuves. Alors, il les présente, ces trois preuves, et c'est assez surprenant puisque la première preuve, il s'agit des écrits, des archives babyloniennes. Alors c'est déjà pour quiconque connaît la tradition historiographique ottomane, ça surprend un peu de voir un auteur ottoman parler de l'histoire babylonienne. Le deuxième exemple est celui de l'éclipse solaire qui a été documenté un peu partout dans le monde et en particulier en Chine. Encore une fois, une sorte d'écuménisme, une sorte de vision mondiale qui surprend de la part d'un Ottoman. Et le troisième exemple qu'il donne, le voici, des inscriptions et des visages gravés sur des stèles de marbre qui furent découvertes sur l'île de Paros dans la Méditerranée et furent emportées vers la ville de Orandel en Angleterre par un gentilhomme du nom d'Arundel. Bon. Pour quiconque connaît un peu
c'est classique. Il s'agit des Marbres de Paros. C'est une chronique de la ville d'Athènes qui, effectivement, au XVIIe siècle, a été découverte par un gentilhomme anglais, Arundel, qui venait de la ville du même nom, ou qui possédait la ville du même nom, et qui les a ramenés en Angleterre, et qui était considéré comme la base d'une chronologie, la première base d'une chronologie fiable de l'histoire d'Athènes. Alors, bien sûr, je ne suis pas forcément un orientaliste, mais il est vrai que quand je vois un Ottoman débiter de telles preuves qui sont suspectes du fait même qu'elles sentent bon l'érudition du XVIIIe siècle occidental, et quand je vois aussi qu'il rajoute une référence aux 2 tiers de l'Afrique ainsi que les peuples de l'Amérique, à l'exception des pays du Pérou, du Mexique et de la République de Tlaxcala, je me dis, bon, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Un bon Ottoman en 1820 n'a pas ces connaissances, n'a pas accès à ces références sans aller les puiser dans un texte français, un texte occidental, né au début du XVIIIe siècle, mon Dieu, 19e siècle, il est évident que c'est surtout la France qui produit le plus d'érudition en matière d'histoire. Et j'ai fait quelque chose qui n'est vraiment pas sorcier, mais j'ai pris ces passages qui étaient quand même assez suspects, je les ai retraduits en français, et je les ai, non pas googlés, mais gallicaisés. Je les ai soumis au moteur de recherche de la BNF, de la Bibliothèque nationale, Gallica, et je suis tombé sur quelque chose d'assez surprenant. Voltaire. Et pas n'importe quoi de Voltaire. Mon bon Shahanizadeh était allé piocher son inspiration dans l'article que Voltaire avait rédigé pour la grande encyclopédie, pour l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et voici l'article, il commence là en bas, Histoire, c'est le récit des faits donnés pour vrais, etc. C'est un long article que Voltaire lui-même a, au cours des décennies qui suivent, modifié quelque peu, et par la suite il y a eu d'autres éditions. Donc il y a toute une généalogie de ce texte qui se poursuit jusque dans les années 1810-20 avec des publications des œuvres complètes de Voltaire. Et voilà. J'avais trouvé les références particulières à la République de Tlaxcala, aux Marbres de Paros, etc., dans Voltaire. Alors il ne me restait plus qu'à creuser un peu plus et voir jusqu'où allait la similitude, les ressemblances entre l'introduction de Voltaire, de Shahanizadeh et l'article Histoire de Voltaire. Ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir que, on le sait, Voltaire et Rousseau avaient quand même assez mauvaise presse dans l'Empire ottoman. Depuis la Révolution française, on sait par exemple que le résulcutable, le ministre des Affaires étrangères Atif Effendi, en 1798, dans un rapport, disait, et je cite, donc ces mécréants connus sous les noms de Rousseau et de Voltaire. Ce qui ne veut pas dire, et je le disais lors de mon inaugural, ce qui ne veut pas dire qu'il les avait lus, mais simplement qu'il avait été informé, probablement par les Russes, que c'était là des démons de sédition et de perversité qui étaient responsables de tous les maux qui étaient venus assaillir le royaume de France. Donc, ce qui était
fascinant, c'est de voir que Shahanizadeh avait apparemment repris à Voltaire certains passages de son histoire, de son article Histoire, qu'il l'avait présenté à Mahmoud, qui n'avait rien d'un libéral, au contraire, c'était l'un des plus despotes des sultans ottomans, et qu'il avait aimé. Par conséquent, ce qu'il me fallait faire, c'était revoir dans le détail ce texte et voir ce qui correspondait effectivement à l'original de Voltaire, et s'il y avait une différence, en quoi consistait cette différence, comment avait-il utilisé, transposé, plagié, puisqu'il ne le disait nulle part, plagié le texte de Voltaire pour en faire quelque chose qui avait reçu en 1820 l'approbation du sultan Mahmoud. La réponse au prochain numéro. Merci.